Vos noms, prénoms, dates et lieux de naissance, photos, vidéos, bref, constituent vos données personnelles. Aujourd'hui, la question de leur protection s'avère cruciale. Plusieurs méthodes existent. Ce midi, nous nous proposons de vous faire découvrir le cloud pour sécuriser vos données personnelles sur la toile. Dans sa pousse, on s'intéresse cette semaine à comment entretenir les poivriers. Et puis le débat est aussi au rendez-vous. Nous parlons ce midi de comment vivre en harmonie avec sa belle famille. Bonjour à toutes et à tous. Vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver par ici sur le rendez-vous de midi. On installe donc ma première rubrique, coaching numérique. L'expression stockage de données renvoie aux différentes solutions technologiques utilisées pour conserver des informations numériques tout en assurant leur disponibilité permanente. Vous connaissez les outils de stockage habituels, donc les supports d'enregistrement physique, disque dur, clé USB, carte SD, etc. Mais quand il s'agit d'un stockage dématérialisé, on parlera donc du cloud et bien d'autres. Ce midi, donc, on s'intéresse beaucoup plus au cloud. Ansbert Abalo, bonjour. Bonjour, Madame Rebecca. Vous êtes digitaliste et expert en intelligence artificielle. Dites-nous, le cloud, c'est quoi? Merci beaucoup, Madame Rebecca. Alors, depuis quelque temps, on a entamé le processus de digitalisation des entreprises. Et si vous vous rappelez, il y a la première rubrique qui était conservation, stockage, collecte des informations. Il faut comprendre tout juste que le cloud, c'est un peu comme un grand réservoir. En termes terre à terre, un grand réservoir qui stocke l'information et ce réservoir est hébergé en ligne, est hébergé sur Internet. Donc, pour y accéder à ces informations, vous avez l'obligation d'être connecté avant de récupérer ces informations qui sont stockées dans ce grand réservoir de données. Et parlons de réservoir, on dit cloud, il faut comprendre par là nuage tout simplement. Tout à fait. D'accord. Alors, quels sont les différents types de cloud qui existent? Merci beaucoup. Alors, il y a des clouds qui hébergent des données concernant les hébergements d'un site web. D'accord. Il y a des clouds qui hébergent des données concernant une application. Par exemple, votre WhatsApp qui est là, les informations que vous échangez sont stockées, d'accord, dans ce type de cloud-là. Et puis, il y a des clouds qui hébergent des informations concernant un logiciel. Est-ce que vous voyez? Et c'est là on voit le cloud le plus utilisé qui est Amazon Web Services, ASW, qui appartient aux géants d'Amazon, qui récupère les informations, qui sauvegarde les informations, où d'autres personnes peuvent même payer, d'accord, ces espaces-là. Et je vous rappelle, c'est le business plan qui donne beaucoup d'argent à Amazon, c'est-à-dire que la vente de l'espace numérique. Donc voilà un peu. Ensuite, à part Amazon, on a Microsoft aussi qui dispose d'un système de cloud. Et puis, il y a également Google aussi qui dispose d'un système de cloud intégré. Et quand on a besoin de stocker simplement ces photos, vidéos en ligne, donc sur le cloud, on a besoin de quel type de cloud? Alors, pour ça, on a besoin... En réalité, ces clouds-là ont un point en commun. L'ensemble de ces clouds stockent l'information. Maintenant, il y a des clouds qui sont spécifiés. Je prends par exemple le cloud de l'iOS, d'accord, où vous allez remarquer que tous ceux qui ont iPhone, on dit souvent, est-ce que tu as iCloud, exactement. Donc, chaque utilisation, mais chaque type de données est associé à son cloud proposé par l'opérateur en question. Google aussi a son cloud, et là, vous allez voir, ceux qui utilisent Android stockent les informations sur Google. En réalité, ce n'est pas sur Google, mais c'est sur le cloud de Google. Ceux qui ont iPhone, c'est sur le cloud du géant iPhone. Et quand on a envie de stocker quand même ces données ces téléphones portables, donc sur Google, enfin sur tel opérateur mobile ou pas, on a la possibilité d'acheter cet espace, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que par Amazon Web Services, vous pouvez aller sur le site de Amazon pour dire, OK, je veux quand même sauvegarder mes informations sur ton cloud à
toi. Et là, tu te connectes, tu as tes identifiants de connexion et puis tu te connectes et tu postes tes données dessus et à tout moment, tu peux les récupérer. Et la spécificité, c'est que ces informations, lorsque vous voulez récupérer ces informations, sans connexion Internet, vous ne pouvez pas récupérer. Parce que ces données sont hébergées, d'accord, sur Internet. Donc, forcément, vous avez besoin de vous connecter pour pouvoir récupérer les données depuis le cloud. Quels sont les avantages du stockage en ligne? Merci beaucoup. Alors, parmi les avantages du stockage en ligne, il y a la flexibilité, d'accord? Il y a l'évolutivité, c'est-à-dire que vous pouvez être à la maison et récupérer vos données. Vous pouvez être en voyage et récupérer automatiquement vos données. Vous pouvez être n'importe où dans le monde et récupérer vos données. Je donne un simple cas. Lorsque les données ne sont pas sur cloud, c'est sur un serveur physique, vous êtes obligé, d'accord, de venir dans le réseau, dans l'adresse IP, d'accord, de ce serveur pour pouvoir récupérer, parce que c'est centralisé dans un lieu physique. Mais lorsque c'est centralisé sur Internet, partout où vous êtes, aux États-Unis, en France, en Chine, vous pouvez rapidement récupérer les données par rapport à ce que vous voulez faire comme activité. Et c'est beaucoup plus flexible, c'est beaucoup plus évolué que les méthodes standards, classiques de stockage des données. Et puis, vous n'allez pas entendre, j'ai perdu mon disque dur, ou bien ma clé USB est perdue, donc toutes vos données ne fonctionnent pas. C'est les avantages liés au stockage en ligne. Voilà. Et justement, puisque ces serveurs ne sont pas hébergés au plan local, donc au Bénin, puisque nous sommes au Bénin, est-ce qu'il n'y a pas de risque de piratage justement des données que nous stockons en ligne? Merci beaucoup, Madame Rega. Vous êtes sans savoir qu'aucune sécurité n'est garantie à 100% et le risque zéro n'existe pas. Est-ce que vous voyez? Alors, il y a des textes, il y a des lois qui régissent au fait ceux qui collectionnent ces données personnelles. Et ces organisations, mais ces institutions doivent être en règle vis-à-vis de cette disposition pour quand même protéger au fait, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui on dit souvent qu'il y a l'information a le pouvoir. Donc ils ont en réalité en main, d'accord, l'information capitale par rapport à une personne et aussi par rapport à des entreprises. Il y a des entreprises qui hébergent des données, par exemple sur Amazon Web Services ou bien sur la plateforme de Google Cloud. Mais imaginez du jour au lendemain si ces données-là se perdent. Donc c'est des contrats, c'est des protocoles d'accord que ces géants de cloud signe avec l'organe mondial qui régularise tout ça pour que demain, s'il y a perte de données ou bien s'il y a quelque chose, ils puissent répondre favorablement pour que la personne puisse être protégée ou l'entreprise puisse être protégée par rapport à ça. En résumé, avant de conclure donc, Ansbert, qu'est-ce qu'on retient du stockage en ligne? Alors, pour le stockage en ligne, il faut retenir qu'aujourd'hui, c'est très important d'avoir quand même un espace en ligne pour sauvegarder ces données, pour être à l'abri, par exemple, des incendies, des pertes, des vols, et c'est beaucoup plus sécurisé. On dit souvent entre deux mots, il faut choisir le moindre. Donc, on conseille quand même à chaque usage, à chaque téléspectateur, à chaque chef d'entreprise quand même, de penser à avoir un espace sur le cloud pour sauvegarder les données et aussi leur prévenir que le risque zéro n'existe pas, de trouver on peut par exemple dupliquer le cloud. Je peux être sur Amazon, je peux aussi être sur Google. Sur plusieurs serveurs à la fois. Lorsque Amazon aura un problème, c'est que je récupère mes informations sur Google. Lorsque Google aura un problème, je récupère mes informations sur Microsoft. Et on revient toujours sur la notion de formation. Sans formation, vous ne pouvez pas utiliser ces différents clouds, ces différentes plateformes-là. Donc, nous exhortons aujourd'hui tout le monde, que ce soit un individu, que ce soit une entreprise, de penser à la formation dans le domaine du numérique. Un analphabète aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas les raccourcis clavier. D'accord. Ansbert Abalo, merci pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes digitaliste et expert en intelligence artificielle. Avec vous, on parlait du stockage des données sur le cloud. Cloud qui signifie nuage, tout simplement. Bon retour et bel après-midi à vous, Ansbert. Il est l'heure de recevoir Taragbe Valère Ronsou pour parler de l'agriculture moderne et rentable dans sa pousse. Taragbe Valère Ronsou qui s'installe. Taragbe, bonjour. Bonjour Rebecca. J'espère que vous allez très bien. Ça va très bien, vous? Ça va et les portes nous bien? Oui, ils vont très bien. Le week-end a été?
Ouais. Ça se voit. Avec vous, on parle ce midi de comment entretenir les tuteurs des poivriers. Déjà, on va y aller pas à pas. C'est quoi poivrier? Avant de parler maintenant des tuteurs. Le poivre, c'est une épice. C'est le lélincon qu'on a à la maison. Et c'est la 3e épice la plus chère au monde, après le safran et la vanille. C'est la première épice la plus consommée au monde. D'accord, oui, oui. Et poivrier alors? La poivrière, c'est un champ de poivrier. D'accord. Et le tuteur, c'est comme le tuteur, c'est le parent du poivrier en fait. C'est celui qui lui permet au poivrier, parce que le poivre c'est une corde, c'est une liane. C'est le tuteur qui permet au poivrier de pouvoir être poivrier en fait. C'est une plante qui ne peut pas produire sans tuteur. Elle doit s'enrôler autour d'un tuteur pour pouvoir donner ce qu'on espère d'elle, quoi. Ok, d'accord. Alors, on parle des tuteurs ce midi et de comment les entretenir. Très bien. Les tuteurs sont très importants au niveau de la production des poivriers. Et quand on parle de production de poivriers, nous avons 2 catégories de tuteurs. Nous avons les tuteurs morts et nous avons les tuteurs vivants. Les tuteurs morts sont par exemple le béton, les poteaux en béton, les troncs de bois morts. Ça, c'est pas intéressant pour nous qui sommes sous climat chaud et humide. Si vous êtes sous climat chaud et humide, vous utilisez les tuteurs vivants. Et au rang de ces tuteurs vivants, nous avons 4 types majeurs. D'accord. À savoir le patin qu'on appelle en langage technique le Neobudia lewis, à savoir le Gliricidiaceae pomme que les Ivoiriens utilisent, à savoir le Spondia monbain qu'on appelle Acliquentin, et à savoir ce que vous voyez à l'écran, Ura crepitans qui est le meilleur tuteur. Ura crepitans qu'on appelle encore le bombardier, le paix du diable, ou bien... Le paix du diable. Oui, le paix. Le père. Le paix. Péter, quand le diable pète. Je vais t'expliquer tout à l'heure pourquoi on l'appelle le paix. C'est son nom scientifique, c'est ça? Non, ça c'est des surnoms. Son nom scientifique c'est Ura crepitans. Ok. Alors le paix du diable parce que quand le fruit, les gousses de ce tuteur viennent à maturité, ces gousses ça s'éclate et peuvent jeter les graines à 150 mètres pour encore semer une autre plante. Et pourquoi le diable alors? Ah, le diable, le paix du diable est dangereux, il est mortel. Tu le sous-estimes, mais quand il lâche, c'est... D'accord, voilà. On continue alors. Et on l'appelle aussi l'arbre dauphin parce qu'on utilise ces gousses pour fabriquer les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles. Même les lunettes de luxe, on fabrique avec ces trucs-là. Donc, c'est un arbre qui est très utile. Alors, ce arbre-là, son avantage, c'est que ce arbre n'a pas de prédateurs naturels comme ça, comme les champignons qui peuvent le détruire. Et ce tuteur peut permettre ça, c'est dans mon champ de poivre, c'est mon futur champ de poivre. Tu as vu, je suis en train d'enlever les branches. Ce tuteur permet au poivrier d'être protégé depuis son bas âge. Moi, j'ai pris la décision de la sécurité, de ne pas risquer mes millions et d'attendre 1 an et demi avant que mes tuteurs n'aient au moins 1,5 à 2 mètres par tuteur. Et là, j'ai déjà commencé par faire la plantation de poivriers, mais je fais des échantillons. Là, mon équipe et moi, nous sommes en train de surveiller les tuteurs qui n'ont pas poussé. Et pour corriger ça, on prend ligne par ligne. Et quand on voit sur une ligne qu'il y a un tuteur qui ne répond pas à ce qu'on recherche, par exemple, le tuteur doit être droit, il ne doit pas avoir de ramification. Tu as vu là, il y a de ramification. Je vais couper une branche et laisser la branche la plus majestueuse. Et donc là, on est en train de vérifier. Et s'il y a des tuteurs morts ou bien des tuteurs qui se comportent très mal, on fait en même temps de remplacement. Et il est important de... Tu vois, par exemple, là, il est en train de dessécher, je lui coupe la tête et mes équipes vont passer tout à l'heure même pour planter un autre tuteur à sa place. Il est important de pailler complètement le tuteur. Tu as vu des feuilles mortes autour. Il faut pailler, il faut apporter chaque année 20 kg de fumier de vache décomposée au collet de chaque tuteur. Et donc, quand on ne fait pas ce travail de ligne, ce travail minutieux, on ne peut pas se rendre compte que, voilà, on a des tuteurs qui se comportent très mal. Le poivre, c'est une culture de patience, c'est une culture de sous-bois. Donc, avant de mettre les poivriers, il faut créer cette condition de sous-forêt, de sous-bois à tous nos lianes. C'est une culture pour les gens qui disent, c'est pour les gens qui ont l'argent. D'accord. Et donc là, il est aussi important de maîtriser l'eau sur toute la plantation. Là, tu vois, 1 hectare que j'ai mis là, j'ai complètement des canalisations de tuyaux de plomberie qui emprisonnent toute la parcelle. Et là, ça me permet d'avoir des points d'eau à n'importe quel moment pour que je puisse arroser. Là, tu vois, j'ai le poivrier qui est penché, le tuteur, pardon, qui est penché d'un côté. J'ai éradiqué 2 branches pour permettre de
faire la balance, etc. etc. Donc c'est comme ça que se comporte une poivrière professionnelle, tout en maintenant les palmiers à huile que j'ai dans la plantation. D'accord. On va aborder à présent très rapidement la question de la rentabilité du poivre. Alors le poivre, c'est une culture qui peut donner 30 millions de francs CFA de chiffre d'affaires par hectare par an après 7 ans. Je dis 7 ans parce que les rendements les moins intéressants économiquement peuvent être observés à partir de 2 ans et demi jusqu'à 5 ans, 6 ans. Mais avoir 3 tonnes de poivre noir, soit 9 tonnes de poivre vert, c'est au bout de 7 ans. D'accord. Et pour en arriver là, il faut vraiment, vraiment investir. Et nous l'estimons avec notre expérience qu'il faut 25 millions investis sur un hectare pendant 5 ans pour estimer avoir ce type de rendement pour le poivrier à l'hectare. Maintenant, ça c'est quand je parle que là, nous sommes dans le cas de figure qu'on va vendre à Cotonou, à Tokpa. Si nous sommes dans le cas de figure, on va expédier ce type de poivre en Europe, aux États-Unis, la marge est encore plus importante. D'accord. Talagwe Valère Onsou, merci. Je rappelle que vous êtes expert en agriculture rentable et avec vous, on parlait de comment entretenir les tuteurs des poivriers. Bel après-midi. Merci beaucoup, Rebecca. On installe à présent mes invités pour le débat. La belle famille. Ce thème est pour certains couples un sujet de tension, notamment au début de la vie à deux où la période d'adaptation réciproque est parfois sinueuse entre jugement et rivalité. Bien sûr, il arrive que l'on s'entende très bien avec ses beaux-parents et que la belle famille devienne véritablement une seconde famille. Dans tous les cas, ce qui est vécu comme une chance pour certains ne l'est pas forcément pour d'autres. Dans ce forum de discussion, on s'intéresse donc à comment vivre en harmonie avec sa belle famille. On en parle avec Simplice Dossou. Simplice, vous êtes écrivain. Simplice, bonjour. Bonjour, Madame Rebecca. J'espère que vous allez bien. À côté de vous, Leslie Messila. Leslie, vous êtes entrepreneur. Bonjour, Leslie. Bonjour, Rebecca. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci. Et en face, invité une fois de plus. Oh, tout le plaisir. Et en face de vous, Elvie Rumbedji. Bonjour. Vous êtes psychologue et accompagnateur de couples certifié. Exactement. J'espère que vous allez bien. Très bien. C'est la première fois sur notre plateau par ici, n'est-ce pas? Exactement. J'espère que vous allez aimer le moment. En tout cas. D'accord. Alors, ma première question s'adresse plutôt à Leslie. Oui. Leslie, pour vous, la belle famille représente quoi? Alors pour moi, la belle famille, c'est tout un ensemble, hein, parce que quand vous êtes marié, forcément, la belle famille est ancrée dans votre vie. Donc, pour que ça puisse aller de pair avec votre mari, il faudrait également que la belle famille se sente bien. Parce qu'à partir du moment où ça crépite, la belle famille est là comme je dirais pas comme un roue de secours, mais un secours. Comme l'arbitre. Voilà. Pour faire comprendre aux maris que ton attitude a été négative, essaye de revoir par rapport à ta femme. Voilà. Ça, c'est vous, votre compréhension de la belle tout famille. À fait, ouais. Simplice Dossou, je vous adresse la même question. Pour vous, la belle famille représente quoi? Et pour moi, la belle famille, c'est la seconde famille. D'accord. Soit du mari ou bien de la femme. Et je peux encore aller plus loin en disant que c'est un lieu de sécurité en réalité. Si on voit le sens normal de la belle famille, quand tu es un homme et que tu as une épouse, il faut reconnaître que ton époux, la famille de ton épouse, c'est la nouvelle destination qui pourra te sécuriser sur tous les plans. Je donne un exemple très simple. Oui. Tu es béninois, tu épouses une Camerounaise, au cas où on ne souhaite jamais. C'est pas que je dis. Pourquoi on ne le souhaite jamais? Non, ce que je voulais dire, quoi. Il y a une Camerounaise à côté de vous. Attendez, je n'ai pas encore fini de parler avant de dire. On va vous manger tout cru sur le plateau. Dans quel cas je disais qu'on ne souhaite jamais, supposons que tu es béninois et que tu épouses une Camerounaise, et que dans ton pays, qu'il y a une crise politique, par exemple, ou il y a une crise où chacun se dit je vais me sauver, et que le pays dans lequel, ou bien ta femme qui est camerounaise, là, ouvertement, ce pays pourra t'accueillir, te recevoir. C'est pourquoi, quand on voit même sur certains plans, lorsque les gens ont des problèmes dans leur pays et que leurs femmes soient d'autres pays, alors ce pays-là constitue leur terre de destination. Terre d'accueil. Vous voyez, donc c'est en fait un lieu de sécurité. Et quand c'est bien fait, dans le sens normal, et sans des difficultés ou bien sans des propos, dans des vibrations négatives, je crois que la belle famille, c'est le courant qui sécurise. D'accord, le courant qui sécurise. Oui. D'accord.
Heureusement, sinon Leslie allait... Ah oui, c'est pourquoi je disais que... Faites attention. Alors, Madame Mouroubedji, quelle devrait être la première démarche d'une belle-fille ou d'un beau-fils envers sa belle-famille? La démarche d'une belle-fille envers sa belle-famille. Ou d'un beau-fils. Ou d'un beau-fils. Oui. Comme la première démarche après le mariage ou bien même pendant l'amitié, pourquoi pas? Si nous concentrons sur le plan africain, je pense que la première démarche serait de chercher à connaître qui est ta belle-famille. D'accord. La famille qui est devenue ta famille adoptive. À quel moment on cherche à connaître sa belle-famille? Pendant les fiançailles, pendant l'amitié ou quand vous êtes... Bon, évidemment, avant de se marier, c'est que forcément vous connaissez, mais tout le monde ne connaît pas sa belle-famille avant même d'aller au mariage, n'est-ce pas? Souvent, c'est une erreur, je pense à mon avis, que nous commettons. Si déjà en amitié, vous ne faites pas l'effort de connaître votre belle famille, quand je dis belle famille, on ne peut pas connaître toute la famille, mais ceux qui sont plus proches, c'est-à-dire le père, la mère, les soeurs, les frères, pour savoir où est-ce que vous êtes en train de mettre les pieds, ça peut toutefois être encore fatal pour vous. C'est quand vous essayez de les comprendre, de les connaître et voir quelles sont leurs attentes, que vous essayez de vous réajuster, de réfléchir pour voir là où je suis en train de mettre les pieds. Est-ce que ça répond à mes attentes? Est-ce que mes objectifs seront atteints? Qu'est-ce que je dois changer? Est-ce que, afin de pouvoir définir votre vision du mariage et savoir vraiment si ça peut aller ou non. J'ai une parenthèse avant maintenant de vous reposer ma question puisque je n'ai pas encore eu ma réponse. Vous avez parlé de l'amitié, oui, il faut connaître sa belle famille et tout, mais quelle garantie vous avez si le monsieur en question ne vous présente pas à sa famille, si la jeune fille en question ne vous présente pas à sa famille non plus, donc son père, sa mère, comment vous pouvez savoir dans quoi vous voulez mettre vos pieds? Je pense que ça dépend de celle qui veut se marier ou celle qui ne veut pas se marier. Si tu veux te marier, la première des choses, c'est chercher à connaître de qui il vient. Parce qu'il ne vient pas d'un arbre, il vient forcément de quelque part. Mais le mariage n'est pas toujours dans les deux sens au début de la relation, n'est-ce pas? Nous avons un temps pour se connaître, un temps pour marcher ensemble avant de parler de mariage. Okay. Ça, c'est obligatoire. D'accord. Alors, je reviens maintenant à ma première question. Je disais, quelle devrait être la première démarche d'un beau-fils ou d'une belle-fille en direction de sa belle-famille? La première démarche, je crois que c'est ça, chercher à connaître. C'est déjà chercher à connaître leurs attentes. D'accord, leurs attentes. Oui. Leurs attentes en quel terme? C'est-à-dire, il y a certaines familles, quand tu viens pour dire je veux me marier, ils se disent, est-ce qu'elle est d'où? Ok. Qu'est-ce qu'elle apporte à mon mari? Qu'est-ce qu'elle fait? À mon enfant? À mon enfant, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Et il y a des problèmes socio-culturels que nous avons. Il y a des problèmes qui dataient du temps de nos ancêtres, qu'on ne maîtrise pas toujours et qui finissent par devenir des freins pour le foyer en question. Donc, il faut chercher à connaître ces petits b.a.-ba avant de pouvoir s'engager. D'accord. Leslie, puisque vous avez une fille, donc forcément, c'est que vous connaissez, vous avez vécu réellement cette notion de belle famille. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que la psychologue disait tout à l'heure, Madame Mouroubedji? Il faut connaître la première démarche, c'est connaître les attentes de sa belle famille vis-à-vis de vous? Oui, tout à fait, parce que c'est très important. Parce que vous avez aujourd'hui, on est dans un monde où, oui, évidemment, vous l'avez dit, les belles familles, c'est compliqué. Et je dirais même que vous n'épousez même plus votre mari. À quel moment la belle famille devient compliquée? Devient compliquée, je ne pourrais même pas vous expliquer parce que vous pouvez arriver, ça dépend peut-être de votre aura, et la belle famille, la mère, le père, les sœurs ne vous aiment pas. Elle dit, elle ne nous plaît pas. Et tout de suite, ça se sent, il y a un malaise tout de suite. Maintenant, il y a toujours le mari qui amène la famille à comprendre que c'est mon choix. Et d'autres familles, d'ailleurs, même qui n'acceptent pas, qui disent que si c'est ton choix, allez faire votre truc ailleurs. Donc après, pour revenir à ce que vous avez dit, c'est pas facile. Parce que se faire accepter par une belle famille, ça prend du temps. Et ça prend même des années. Donc voilà, pour moi, excusez-moi ce que je vais dire, j'ai été, et ça n'a pas été facile.
Vous savez, vous rallongez quelques billets et tout le monde vous dit oui. Donc, généralement, moi, je suis très généreuse et voilà. Donc, ça, pour moi, ça n'a pas été facile, comme je disais, mais voilà. Au fur et à mesure, c'est allé vite, c'est ça? Voilà, ça va très vite aujourd'hui. Ça va des petits cadeaux à gauche. Ça va vite. Donc, du coup, voilà, ma belle-mère m'aimait, dit non, elle, c'est ma préférée, ne la touchez pas. Ce qui fait même que quand je crie, que j'ai tort ou raison, elle accuse automatiquement son fils qu'il ne faut pas tuer ma belle-fille. Donc après, pour moi... Il ne faut pas tuer sa source de revenus, c'est ça? Voilà, ouais, parce que vous savez, ça va de pair. D'accord. La belle famille, plus elles se sont en sécurité, attention, avec vous. Mais quelle sécurité finalement? Sécurité financière? La sécurité, il y a ça, ce qui est très important. D'accord. Et il y a ce petit lien-là qu'il faut tisser, je ne sais pas, comme deux frères et sœurs. Parce que comme il a dit tout à l'heure, ça devient votre famille adoptive. Là, même les décisions, certaines décisions ne dépendent plus uniquement de votre mari et vous deux. Vous devez aller vers la belle famille pour qu'ils puissent donner leur autorisation. Parce que, Rebecca, croyez-moi que si une belle famille n'est pas avec vous, vous n'allez nulle part. D'accord. Parole de Leslie. Oui. Alors, c'est plus dessous pour un peu rebondir sur ce que Leslie disait tout à l'heure, mais tout en vous posant une autre question. Comment devrait-on se comporter avec sa belle famille, véritablement? Et si vous pouvez commencer par répondre à ce que Leslie disait tout à l'heure par rapport au cadeau, à la belle famille, est-ce que tout ceci favorise l'entente entre la belle-fille et la belle famille ou le beau-fils et la belle famille? Oui, et je vais rebondir sur ce que Leslie. Oui, c'est pertinent ce qu'elle a dit. Vous savez, quelle que soit la nature de l'homme, lorsque tu es en face d'un bien et qu'on te donne chaque fois ce bien, un jour viendra, tu vas sourire. Vous voyez, même si tu ne souris jamais, celui qui te donne, tu vas dire, au moins merci. Lorsque vous faites ces gestes à votre belle famille, c'est déjà des signes annonciateurs qui témoignent d'abord de votre vie, de votre être généreux. Vous voyez? Donc, ce qu'elle a dit, c'est très pertinent. Et quand tu es belle-fille, ou bien quand tu es, comment on appelle, beau-fils, il faudrait que tu te dises en toi, oui, quand des situations, quand le temps vient, il faut que je fasse ces gestes juste pour garantir au moins une sécurité au niveau de ma belle famille. Donc, quand tu ne le fais pas, supposons pendant une année, tu n'as fait jamais de gestes ni à ton beau-père, à ta belle-mère ou à tes beaux-frères, on va te coller une autre étiquette. Notre belle-fille, là, non, elle est vraiment avare. Notre beau-fils, il est vraiment avare. Et quand on va te dire que tu es avare, tout ce que tu vas dire sera avare. On ne pourra pas te digérer. Vous voyez? Donc, c'est des vibrations négatives. Mais lorsque tu fais avec des gestes, on ne dit pas de donner tout ce que tu détiens, mais le minimum, ce que tu peux faire pour que ça ne soit pas aussi une contrainte pour toi, quand tu le fais, ce serait très bien. Maintenant, je reviens sur... Non, avant même de répondre à ma question, j'ai encore une autre question là, parlant toujours de ça. Alors, mais quand vous êtes en face d'une belle famille qui a les moyens, qui vit réellement à l'aise, qu'est-ce que vous pouvez donner à cette belle famille? Vous pensez que c'est toujours en faisant des gestes que cette belle famille va vous accepter? Très bien. Même si on épouse une fille ou bien, comment on appelle, la fille ou bien la femme est issue d'une famille purement milliardaire, ce n'est pas en fait ce que tu vas donner, mais c'est le geste qui compte. D'accord. Et la personne. La personne que tu as en face. Vous voyez, le geste que tu fais d'abord, c'est un geste fort. Ce n'est pas qu'on te demande, même si la personne a tout et qu'il sent que oui, mon beau-fils ou ma belle-fille a déjà cet amour envers moi pour me faire tel geste. C'est déjà bon, c'est déjà louable. Mais tel n'est pas le cas. Parce que tu sais qu'il a déjà bien, il a tout, et que tu ne fais pas ces gestes, on va te coller des étiquettes. D'accord. Venons-en maintenant à ma question de départ. Comment se comporter avec sa belle famille? Avec la belle famille, d'abord quand tu es femme, mais quand tu es homme, il faut d'abord savoir quand est-ce qu'il faut parler. Il faut sécuriser sa bouche d'abord. On ne met pas la bouche dans toute situation de la belle famille. Lorsque c'est un problème qui est venu et qui ne te concerne pas, qui ne concerne pas votre foyer, et que c'est ton mari qui va agir, il faut parler à travers ton mari. Quand ce n'est pas un problème qui t'indesse directement, il ne faut pas mettre ta bouche dedans. Donc il faut avoir la tempérance d'être un être qui a la maîtrise de soi-même. Quand tu n'as pas la maîtrise de toi-même, tu ne pourras pas gérer les situations. Vous voyez? Donc il faut te respecter aussi.
Il faut avoir ce respect vis-à-vis de ta belle famille. Et si tu es beau-fils, si tu es belle-fille, il faut que ces comportements-là, qu'on lise en toi. Et qu'on ne dise pas, oui, notre belle-fille, c'est la femme de la maison qui ne fait que mentir sur tous les plans. Quand on voit le beau-père, on dit autre chose, la belle-mère, on dit autre chose, les beaux-frères, on dit autre chose, et on devient une femme vipère pour le foyer, ou bien un homme vipère pour le foyer, ce n'est pas bien. Vous voyez, gardez sa bouche. Là, il faut intervenir, et avoir aussi la maîtrise de soi et être respectueux, vous voyez, et aussi témoigner l'estime naturelle qui devrait exister. On ne peut pas tout faire pour être, comment on appelle, la perfection, mais il faut aller à l'essentiel. Et il y a certains, tu feras tout, mais tout sera mal vu. Il faut oublier ça et continuer. Vous voyez, l'homme qui t'a épousé, ou bien la femme que tu as épousée, c'est basé sur un amour. Et cet amour, il faut vraiment le sauvegarder. Et quelles que soient les conditions qui viendront, pour s'assurer que oui, nous allons tout faire pour vraiment témoigner notre vie, notre cœur heureux, notre cœur limpide avec la belle famille. Madame Ngbeji, Monsieur Dossou a cité plusieurs points essentiels, on va dire, pour une bonne entente entre la belle-fille et la belle-famille, donc le beau-fils et la belle-famille. Il y a un point qui m'intéresse particulièrement, ne pas mettre sa bouche, ne pas s'intéresser aux affaires de sa belle famille. Mais dans le cas où, par exemple, le mari en question vient parler à chaque fois de sa famille auprès de sa femme, ou la femme va parler à chaque fois de sa famille auprès du mari, est-ce que quand le mari ou la femme se retrouve dans la belle famille, on est en train d'aborder la question dont elle avait déjà parlé ou dont il avait déjà parlé avec sa partenaire, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut quand même donner son avis parce que vous avez déjà entendu, ou il faut se taire tout simplement parce que ça ne vous concerne pas, ce qui a été dit entre votre mari et vous reste entre votre mari et vous? Je crois que ça dépend du sujet. Ça dépend du sujet. Quand on dit la famille, la belle famille n'est plus une famille étrangère à vous. C'est votre famille adoptive, comme on vient de le dire. Et il faut que le couple apprenne à définir son identité propre. Quand le couple arrive à définir son identité propre, il n'y a plus à faire de jeu, mais le tout devient nous. Quand il y a un sujet sur lequel on doit donner notre avis en famille, je crois que celui qui fait partie de cette famille est mieux placé pour représenter le couple. Parce qu'il connaît mieux sa famille, il sait comment aborder, quoi dire et quoi ne pas dire. Mais vous qui êtes venus dans la famille, si on ne vous donne pas la parole, il faut savoir raison garder, il faut savoir prendre sa distance. On parle de tout, mais on ne parle pas de tout. Il faut savoir raison garder et définir la limite qu'il faut. D'accord. Mais déjà, en tant que psychologue et accompagnateur certifié des couples, dites-nous, est-ce une bonne chose de parler de sa famille avec son ou sa partenaire? Je pense que oui, puisque là, vous êtes un. Il n'y a plus à faire de ma famille. C'est vrai, la famille adoptive, elle demeure votre famille adoptive. Elle n'est pas votre famille. Il y a une nuance à faire là. C'est votre famille, mais c'est votre famille adoptive, mais ce n'est pas votre famille. Il y a une nuance à faire à ce niveau-là. Mais je pense que c'est ensemble qu'on doit décider de tout ce qui concerne le couple, puisque déjà nous avons notre identité culturelle. D'accord. Madame Ngbeji, dites-nous, est-ce qu'il arrive des moments où on peut dire non à la belle famille? Est-ce qu'on peut dire non à Je pense qu'on peut dire non, mais pas directement non. Mais comment on le dit alors si vous n'êtes pas en accord avec quelque chose que la belle famille attend de vous? Est-ce que vous n'êtes pas en capacité, en mesure de dire non? Bon, comment on dit non alors dans ces cas? Je pense que tout dépend du cas de référence. La famille A n'est pas forcément la famille B. Et nous avons les réalités socio-culturelles. Dans telle famille, quand c'est des intellectuels qui comprennent les choses, qui ont la même vision que toi, c'est plus facile d'exprimer certaines pensées. Mais quand tu vois que c'est une famille où, excusez-moi, il y a beaucoup plus d'analphabètes, il y a aussi le thème, il y a le langage pour leur faire passer le message. Et quand vous voyez en position de ne pas pouvoir faire passer ce message, que vous soyez d'accord ou pas, essayez de ne pas leur montrer que vous êtes en adversité avec eux. Laissez votre conjoint essayer de prendre le devant et savoir comment manager. Là, ça ramène la paix à la maison et dans la belle famille, l'amour continue de demeurer. Leslie, vous êtes d'accord avec Madame Ngbeji? On peut dire non, mais trouver la manière? Oui, tout à fait. Il faut, parce que vous savez, comme je disais, Madame Rebecca, la belle famille, surtout du côté de votre conjoint, c'est très délicat et très difficile. À la moindre erreur, tout se gâte. Et lorsque la belle famille ne vous aime pas, c'est compliqué. Donc, je pense qu'il faut, même si vous voulez dire non, il faut trouver des stratégies, comment le faire invisiblement, sans qu'ils sachent que
ce soit vous. Et après, adapter, même s'il y a des stratégies, comme je disais tantôt, de même s'approcher de sa belle-mère, savoir comment lui parler sur un sujet. Ah oui, je sais pas, mais pas directement comme ça, c'est brutal. D'accord. Vous savez, parce que si même avec la vôtre, vous êtes douce et que vous êtes tolérante, je crois que vous pouvez le faire avec la famille de votre mari. Simplice Dossou, on est en train de parler de la belle famille. Là, et tout de suite, les téléspectateurs vont focaliser leur attention sur le père et la mère. Mais quand on parle de la belle famille, ça va au-delà, n'est-ce pas? Mais quand vous entrez dans une famille où votre belle-sœur ou votre beau-frère est moins âgé que vous, est-ce que vous lui devez le même respect qu'à son père, à sa mère, donc à quelqu'un qui est plus âgé que vous? Ah oui, ça c'est une interrogation pertinente et qu'il faille donner une lumière forte par rapport à cette question afin de permettre aux téléspectateurs de savoir que même si ton beau-frère, il est le Benjamin de la famille, et qui n'a même pas encore 1 an, il faut lui donner ce respect. Ta belle-sœur, quel que soit l'âge qu'elle a, il faut lui donner ce respect. Parce que, n'oublions pas, lorsque tu considères que ton beau-frère, tu es plus âgé que lui, et que tu ne lui donnes pas ce respect, il est appelé à grandir. Et tes propres enfants aussi n'auront pas ce respect à lui donner. Vous voyez? Donc, ce n'est pas uniquement au père ou bien à la belle-mère qu'il faille respecter. Non, il faut aussi respecter tous les membres de la famille. Parce que quand tu le fais, c'est d'abord un honneur pour toi en tant que belle-fille ou bien en tant que beau-fils. Mais quand tu considères que oui, c'est un petit, qu'on ne peut pas le respecter, c'est grave. Il faut le respecter, quel que soit l'âge. Maintenant, lorsque tu es belle-fille, il y a certains cas qui viennent où il y a certains beaux-frères aussi qui sont des cas sociaux. Ou si la belle-fille... Certaines belles-filles aussi. Bon, oui, je vais parler d'abord de belle-sœur. Belle-sœur. Quand on est en face de cette situation, il faut que la femme, en face de ça, vraiment, ait la maîtrise d'elle-même. Si elle n'a pas la maîtrise en soi, elle ne pourra pas gérer ce beau-frère qui a un cas. Le beau-frère, surtout si le beau-frère est avec toi dans la maison, dans le foyer, avec son grand frère, avec toi en tant que femme, tu vas avoir des caprices de lui. Quand c'est comme ça, il faut être vraiment, vraiment une femme sage pour pouvoir gérer. Qu'est-ce que vous mettez dans caprice? Le beau-frère, par exemple, qui des jours viendront où il va commencer par insulter même la femme de son grand frère. Celui-là, c'est un beau-frère cas. Vous voyez? Et ces cas-là, il faut les gérer dans le cas. Lorsque tu as un beau-frère et que lorsque tu insultes la femme de ton grand frère ou bien tu insultes le mari de ta grande soeur, c'est-à-dire que tu es vraiment à traiter autrement. Si la femme n'est pas patiente, si elle n'a pas cette maturité en elle-même, elle va créer du psychose, elle va créer tout. Et c'est ce beau-frère-là qui est dans la famille pour dire que la femme de notre grand frère, elle est ci, elle est ça, elle est sorcière, alors qu'en réalité, c'est lui le véritable problème. Et quand c'est comme ça, parler avec le mari pour que le mari puisse se régler. Parce que certains maris, quand même, vont dire non, c'est parce que c'est mon frère que tu ne veux pas qu'elle reste ici. Il y a ces problèmes qui viennent dans les foyers et qu'on demande souvent aux femmes, quand tu es patiente, quand tu as la sagesse en toi, ça se règle automatiquement. D'accord. Donc c'est comme ça. Il faut respecter les beaux-frères, respecter les belles-sœurs. Même si c'est des beaux-frères qui sont adolescents, qui sont capricieux, c'est pas ça qui t'intéresse. Il faut les respecter. Et le respect, est-ce que le respect, c'est pas aussi ne pas appeler le nom de sa belle-sœur ou de son beau-frère, quel que soit l'âge de ce dernier? Oui, ça dépend aussi de l'intimité que vous avez. De l'intimité qui existe entre la belle-fille et sa belle-sœur. Vous voyez, il y a des relations qui existent, ça dépasse même l'entendement, ça dépasse la relation de beau-frère et de beau-fils et de belle-sœur. Et quand c'est comme ça, même avoir ce cœur d'appeler ta belle-sœur, c'est que tu n'as pas la peine de le faire. Parce que ce connaît que nous sommes déjà tellement unis que on est tellement liés que bon, seulement qu'il faut être prudent aussi. D'accord. Alors, Madame Rungbeji, puisque vous êtes psychologue, comment arriver, alors lorsqu'on a respecté tout ça, tous ces principes, et que malgré tout ça, il y a quand même de conflits qui naissent au sein de votre belle famille et vous, comment est-ce qu'on arrive à gérer les conflits avec sa belle famille? Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais quand même nuancer quelque chose. C'est pas parce que c'est la belle famille qu'il faut faire disparaître complètement sa personnalité. D'accord. Il faut savoir s'affirmer aussi quand il le faut. Parce que quand vous leur donnez trop aussi cette habitude-là, c'est compliqué de corriger plus tard, à la longue. Donc déjà, dès le début, il faut pas porter de masque.
Il faut savoir par des tacts et des stratégies, montrer aussi qui vous êtes. Et quand on vous accepte le plus tôt, c'est qu'on vous adopte. D'accord. Là, vous n'avez pas à porter de masque ou à subir à la longue. On vous connaît déjà, on sait qu'à telle personne, on ne va pas sur ce terrain. C'est comme ça, elle réagit. Et eux aussi, ils vous doivent un respect en retour. Il faut jouer un franc jeu. Un franc jeu. Donc, pour en venir maintenant au conflit, comment régler les conflits entre la belle famille et le beau-fils ou la belle-fille? Pour régler un conflit, la seule arme, c'est le dialogue. C'est le dialogue. Entre qui et qui? Quand c'est la belle famille, il faut d'abord passer par son conjoint. D'accord. C'est toujours bon quand c'est le conjoint qui prend le devant des choses. Et c'est en ça que je parle de l'identité du couple. Avant qu'on ne parle de conflit, c'est que le couple a déjà son identité et a déjà prévu certaines choses. On a déjà certaines limites, on a nos fondements, on a nos réalités que les deux familles sont appelées à accepter aussi à leur niveau. Quand c'est comme ça, quand il y a un conflit, c'est plus facile d'aller au dialogue. C'est plus facile de s'asseoir et savoir comment gérer. Est-ce qu'il faut aller directement vers ma belle-mère pour gérer? Ça dépend du conflit. Est-ce qu'il faut envoyer mon conjoint devant pour régler? Ça dépend toujours du conflit. Donc, on ne peut pas donner un conseil global, général pour tout le monde. Ça dépend toujours du cas de référence. Est-ce qu'il peut arriver que le conflit vous dépasse au point d'informer votre famille à vous, la famille de la belle-fille ou la famille du beau-fils? Ça arrive. Ok. Ça peut arriver. Quand la famille adoptive n'arrive pas à régler le problème, c'est affaire de deux familles. Après tout, le mariage, ça fait appel à deux familles. Quand ça vous dépasse, vous avez aussi une famille, vous pouvez faire recours à votre famille et essayer de gérer. D'accord. Très rapidement, Leslie, alors comment se protéger d'une belle famille toxique, selon vous? Comment se protéger? Comment se protéger d'une belle famille toxique? Moi, je dirais... Envahissante. Envahissante. Pour quelqu'un de vrai, pour moi... Au départ, je constate ça. Je pense que je peux t'aimer comme une folle, comme Dieu. Mais là, il va de moi, il va de ma vie. Parce que vous savez, Rebecca, on ne peut pas s'imposer des problèmes. Ça veut dire les miens, ceux de mon mari et ceux de sa belle famille et ceux de ma famille. Donc, à défaut, je me choisis moi. Ça veut dire qu'il n'y aura pas mariage. Ouais. Simplement. Oui. Parce que sinon, sinon... Vous allez vous mettre dans un engrenage, comme elle a dit la dame, dans lequel vous ne pourrez plus faire marche arrière. Voilà. Simplice Dossou, comment se protéger face à une belle famille envahissante, une belle famille toxique? Quand c'est toxique, ça veut dire que ce n'est pas un environnement sain. Donc il faut quitter ce champ de vision de la famille. Donc comment faire? La meilleure manière pour moi, c'est de prendre sa distance. Prendre sa distance, parce que mieux vaut prendre sa distance et de vivre heureux soi que de vivre dans un environnement pollué et d'être retrouvé dans le cercueil. Vous voyez, quand c'est toxique, ça veut dire que vous êtes sur une piste mortelle. Vous allez vous créer des ennuis pour rien. Donc la meilleure manière, c'est de quitter l'environnement là et de prendre cette disposition pour que entre soit le foyer et la famille qui est polluante, qui est puante, de prendre la disposition pour vivre une vie heureuse. D'accord, merci beaucoup. Alors en un mot, comment devrait-on vivre en harmonie avec sa belle famille? En un mot, pour vivre avec sa belle famille, il faut d'abord connaître la famille que tu as en tant que belle famille. Se connaître d'abord aussi et aussi avoir des tempérances de vie. Ça, c'est plusieurs mots. Alors, Madame Mbedi, comment devrait-on vivre en harmonie avec sa belle famille en un mot? Il faut savoir se réajuster. Savoir se réajuster vis-à-vis de sa belle famille adoptive. Voilà. D'accord. Leslie? En un mot, je dirais, faut être vrai. Et voilà, et le reste viendra après, comme on dit. Il viendra tout seul, avec le temps. Le temps, d'ailleurs, qui est le meilleur des remèdes. D'accord, il faut être vrai, il faut se réajuster et il faut... Monsieur Dossou, se connaître. Merci, chers amis, pour ce moment de partage d'idées. Chers amis téléspectateurs, on ne choisit pas sa famille, pas plus que sa belle famille. Donc, le plus important, c'est de trouver le bon équilibre afin que le couple n'en souffre pas. Et c'est la fin de ce numéro de votre émission, Le Rendez-vous de Midi. Merci à toutes ces merveilleuses personnes qui nous suivent aussi bien au plan national qu'international. Ça nous touche énormément par ici. Vos retours, ça nous encourage. Prochain rendez-vous demain à 12h. En attendant, s'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Bye bye.